Ce que je dirais, c'est que nous avons été plutôt surpris par la performance des missiles hypersoniques utilisés par les Russes. Et nous avons été surpris parce qu'ils n'étaient pas seulement efficaces en termes de vitesse, mais ils étaient inarrêtables et ils étaient précis et exacts. Nous savons donc maintenant qu'ils disposent d'un arsenal de missiles hypersoniques très létaux et très efficaces. Ils sont tous équipés d'ogives conventionnelles à haute puissance explosive, mais évidemment, certains pourraient transporter une ogive nucléaire si nécessaire. Vous dites inarrêtable, vous le dites littéralement? Oui. En d'autres termes, disons-le ainsi, nous avons un ensemble de missiles formidables. Nous les appelons des missiles standards. Le Standard Missile 3, développé par la marine, est brillant, et il abattra un missile hypersonique si la trajectoire du missile est prévisible. En d'autres termes, si vous savez que le missile entrant va suivre une trajectoire précise, vous pouvez coordonner et calculer l'interception. Le problème est que les missiles hypersoniques que les Russes utilisent ne suivent pas toujours une trajectoire précise et prévisible. En conséquence, s'ils ne sont pas prévisibles, vous ne pouvez pas les toucher. Ils se déplacent tout simplement trop rapidement. Jusqu'à présent, le président Poutine a exercé une retenue énorme. Jusqu'à présent, il a maintenu 300 000 soldats russes en réserve. Il a gardé uniquement les forces nécessaires en position défensive. Il a également maintenu des troupes en réserve en Biélorussie. Et il a permis aux Ukrainiens, simplement parce que cela lui était avantageux, de se détruire eux-mêmes. Et attaque après attaque, les Ukrainiens ont maintenant effectivement épuisé leur main-d'œuvre. Ils n'ont presque plus rien. Chaque fois qu'ils parlent d'avoir percé quelque part ou avancé, c'est un mensonge complètement faux, rapporté par tous les médias occidentaux. Donc, à ce stade, les Ukrainiens se tournent exclusivement vers des armes de frappe à longue portée qu'ils peuvent obtenir des Britanniques et de nous, et potentiellement des Allemands et des Français. Et nous avons vu que les Ukrainiens ont tiré 11 missiles Storm Shadow contre des cibles russes. Sur les 11, 3 ont échappé à la destruction. Les 8 autres ont été abattus par les défenses aériennes intégrées, et ceux-ci ont trouvé des cibles dans le port de Sébastopol. En même temps, les Britanniques ont fourni des systèmes sous-marins sans pilote, en d'autres termes, des drones sous-marins ou des drones de surface pour attaquer le port depuis le côté océanique. 6 choses ont eu un effet. Elles ont effectivement détruit un sous-marin. Ce sous-marin ne sera probablement pas réparé. Il sera probablement mis à la ferraille. Et puis, 2 autres navires de surface qui seront probablement réparés avec le temps, bien qu'il n'y ait pas de centre de réparation en mer Noire pour eux. Mais la vérité est la suivante. La guerre ne sera pas gagnée ou perdue sur la base des attaques sur le port de Crimée. Elle ne sera pas gagnée ou perdue sur la base de toute attaque à longue portée sur des cibles à l'intérieur de la Russie. Elle sera gagnée ou perdue sur le terrain en Ukraine. La question sera, les Russes diront-ils enfin « Assez, c'est assez. Nous ne pouvons plus continuer, nous devons y mettre fin nous-mêmes et agir ?» C'est la question. Avez-vous une idée de combien de temps cela va durer? Vous savez, je pense que cela pourrait durer jusqu'à Noël. Cela pourrait même se prolonger l'année prochaine, à moins que les Russes n'agissent. Ils ont la force, ils ont la capacité. Les Ukrainiens n'ont rien pour les arrêter, et ils le savent. Cela ne se terminera pas avant qu'ils n'atteignent le fleuve Dnipro et le traversent. Ils vont devoir traverser ce fleuve. Ils devront éventuellement prendre Odessa, et ils devront entrer dans Kiev. Plus d'un général russe m'a été cité par des sources sur place en disant « Cette guerre ne se terminera pas tant que nos chars ne rouleront pas sur la rue principale de Kiev. » Donc, je pense qu'ils comprennent cela. Le problème est que le président Poutine s'inquiète de 2 choses. Premièrement, il ne veut pas faire quelque chose qui, selon lui, provoquerait une intervention américaine en Ukraine occidentale. Il ne veut pas de guerre avec nous. Il ne veut pas de guerre avec l'OTAN. Deuxièmement, il veut mettre fin à cette guerre de manière à ce que tout le monde puisse finalement faire des affaires ensemble.
En d'autres termes, mettre la guerre derrière nous et reprendre une vie normale. Il essaie très fort d'éviter les actions destructrices qui rendraient cela impossible. Nous, de notre côté, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer qu'il ne peut jamais y avoir de relation normale entre les États-Unis et l'Europe et la Russie. Il ne semble pas comprendre cela, et c'est ce que la plupart de ses commandants sur le terrain savent. Et leur point de vue est « Vous voulez arrêter ces frappes à longue portée, alors laissez-nous y aller, laissez-nous attaquer, et écrasons ces Ukrainiens une fois pour toutes. » Colonel McGregor, merci beaucoup. Au cours du week-end, nous avons atteint 200 000 abonnements à cette émission, en grande partie grâce à toutes vos apparitions généreuses, informées et si bien reçues. Merci encore pour tout votre temps, colonel. Nous vous reverrons bientôt. Je pensais que c'était toutes les blagues formidables que vous et moi avons échangées. Je suis vraiment, vous savez, je continue d'essayer de penser à quelque chose de positif que nous pouvons dire qui nous fera avancer vers quelque chose de mieux, mais malheureusement, nous ne le faisons pas. Comme vous l'avez vu avec le président Biden, nous n'avons pas beaucoup de choix. Et je ne pense pas que le président Biden soit vraiment aux commandes. Je pense qu'il fait ce qu'on lui dit de faire. Je pense qu'il lit ce qu'on lui donne. J'aimerais que les personnes derrière lui reconnaissent que plus cela dure, plus cela devient dangereux. Et à un moment donné, les Russes vont perdre patience, et nous devons nous écarter. Nous n'avons rien en jeu en Ukraine. L'Ukraine n'est pas une sorte de ville étincelante de démocratie libérale sur la colline. Loin de là. C'est beaucoup plus proche de la Russie stalinienne. Et les Russes ne sont pas mauvais. Ils essaient simplement de se protéger contre ce qu'ils pensaient être une menace existentielle pour eux, posée par nous, parce que nous placerions nos missiles en Ukraine orientale. Donc, nous devons descendre et comprendre ces choses. Et nous pouvons mettre fin à cette guerre, mais la carte changera. Des territoires seront échangés. Fin de la discussion. Mais qu'en est-il des millions d'Ukrainiens qui vivent en Europe occidentale et dans le monde entier ? Comment les ramener en Ukraine si nous ne mettons pas fin à cela? Eh bien, souvenez-vous, nous nous retrouverions avec toutes ces forces américaines isolées sans renfort, sans soutien adéquat. Que vont faire les Européens? Qu'ont-ils à envoyer? Très peu. La seule force actuellement dans le voisinage qui soit même vaguement capable est la polonaise. Donc, vous mettez les forces polonaises avec les nôtres, et cela pâlit toujours face à ce que les Russes peuvent déployer contre nous, n'est-ce pas? Et nous ne traverserons pas l'Atlantique à cause de quelque chose appelé sous-marin russe. Donc, vous ne pouvez pas renforcer comme nous l'avons fait pendant la Seconde Guerre mondiale, et tout le monde oublie qu'il nous a fallu 3-4 ans pour vaincre la menace sous-marine allemande afin que nous puissions traverser l'Atlantique. Ce serait bien pire maintenant. Donc, personne ne semble penser stratégiquement. Tout le monde pense à ce qui est politiquement attrayant. Nous avons une liste de souhaits, pas une stratégie. Et cela repose sur la photographie satellitaire, regardant des corps allongés sur le sol, regardant des cimetières qui se remplissent, et aussi en recevant des rapports sur le terrain en Ukraine sur les masses de morts et de personnes horriblement blessées. Donc, je pense que c'est plausible. Puis-je le confirmer? Je ne peux pas. Mais je dirais que les Russes ont été bien plus proches de la vérité lorsqu'ils rapportent des pertes que les Ukrainiens. Le général Mark Milley dit que le temps presse ici. Il dit en gros que nous avons vu des gains, nous avons vu de bons progrès ici, et il a dit au tout début que ce serait long, lent, difficile, avec de nombreuses pertes. C'est exactement ce que c'est. Mais il pense qu'il y a confiance. Il a beaucoup de confiance que l'Ukraine va percer dans les 45 prochains jours ou plus avant que le mauvais temps ne s'installe. Que pensez-vous des commentaires de Mark Milley? Eh bien, en mettant de côté si quelqu'un veut écouter Mark Milley, je n'ai pas entendu la vérité de la bouche de cet homme depuis des années. Il est le marionnettiste politique ultime. Et c'est bien sûr ce que l'actuelle administration marécageuse à Washington veut. Quelqu'un qui suit le mouvement, ne pose aucune question
et soutient le statu quo. Millet est une fraude, donc je laisserai de côté tout ce qu'il dit. La vérité est la suivante. La contre-offensive a été une catastrophe. Que ce soit 71 000 ou 69 000, je ne sais pas. Cela ne fait aucune différence. Les pertes d'équipement sont horribles, et tout cela pour diverses raisons. Premièrement, les forces ukrainiennes sont formées pour se battre comme l'OTAN. En fait, les forces armées des États-Unis sont organisées pour refaire une version de la Seconde Guerre mondiale. Et nous sommes confrontés à une armée du XXIe siècle qui est organisée très différemment. Et personne n'a été prêt à accepter cette réalité. Et c'est le plus grand problème actuellement. Vous avez une surveillance persistante partout en Ukraine. Des actifs spatiaux jusqu'aux actifs terrestres qui permettent aux Russes, grâce à leur capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, de voir tout en Ukraine tout le temps. Nous n'avons pas perturbé leur capacité basée sur les satellites pour la simple raison que, si nous le faisons, ils détruiront les nôtres. Nous ne voulons pas perdre les nôtres. Donc, cela a été un jeu. Nous essayons de transmettre des informations aux Ukrainiens aussi rapidement que possible pour qu'ils puissent les exploiter, mais ils ne sont pas organisés pour les exploiter. Les Russes sont simplement organisés de manière à maximiser la valeur de leur capacité de frappe, roquettes, missiles, drones, vous nommez, et ceux-ci sont très nombreux du côté russe. Les Russes ont toujours apprécié l'importance de maintenir de grandes quantités d'armes de frappe. Ils les ont en quantité pratiquement illimitée. Vous liez ceci à toutes ces capacités de surveillance aérienne, et vous avez alors une capacité de guerre automatique. Quelque chose se déplace vers vos lignes, quelque chose semble menacé. Un groupe d'Ukrainiens s'assemble. Ils apportent du matériel supplémentaire. Tout cela est détecté, ciblé, et puis, à un moment et à un endroit qui est pratique pour les Russes, ils sont détruits. Nous n'avons pas réussi à accepter cette réalité. Les gens disent « Eh bien, cela commence à ressembler à la Première Guerre mondiale. » Eh bien, c'est bien pire que la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, les gens ne savaient toujours pas ce qui se passait derrière les lignes de tranchées de l'ennemi. Aujourd'hui, les Russes savent exactement ce qui se passe en Ukraine et ils ont décidé de simplement rester assis et de laisser les Ukrainiens s'empaler eux-mêmes. La question est, combien de temps vont-ils rester assis? Et je peux vous dire qu'il y a un grand nombre de hauts responsables à Moscou, des hauts responsables russes et beaucoup de dirigeants politiques russes qui sont extrêmement mal à l'aise avec la détermination de Poutine à, pour l'instant, attendre. Poutine a été très délibéré et très prudent. Les gens en ont assez à Moscou. Ils disent « Allez, président Poutine, il est temps de mettre fin à cette situation. Écrasez ces gens, finissez-en. » Et leur point de vue est très simple. S'ils ne font pas cela, leur inquiétude est que nous serons tentés de faire quelque chose de stupide, comme intervenir en Ukraine occidentale ou simplement donner plus de capacité aux Ukrainiens, ce que nous faisons bien sûr en ce moment. Cela ne changera rien. Cela ne changera pas la direction de la guerre. Mais le point est, si vous ne faites rien aussi longtemps que les Russes l'ont fait, en d'autres termes, simplement rester derrière vos défenses, anéantir votre ennemi, aussi attrayant que cela puisse être, les gens commencent à se demander « Eh bien, je suppose que les Russes ne peuvent pas attaquer. Quel est leur problème? Pourquoi n'attaquent-ils pas ?» Eh bien, c'est une décision délibérée du président Poutine. Il ne veut pas de guerre avec nous, et il a peur que si il avance rapidement sur Kiev, ferme l'écart entre ses forces et le fleuve Dnipro, nous interpréterons cela comme une menace et interviendront soudainement. Je pense qu'il a tort. Je pense que notre opportunité d'intervenir est passée. Et je pense qu'en coulisses, l'établissement militaire américain et les autres établissements militaires de l'OTAN savent qu'ils ne peuvent pas vaincre cette capacité que les Russes ont perfectionnée. Nous sommes encore organisés pour une forme de guerre qui est anachronique. Cela s'appelle la Seconde Guerre mondiale.
Le but de toute cette opération était de saigner la Russie à mort? Non, c'était de nuire à leur économie, de les épuiser, d'épuiser leurs ressources. Eh bien, c'était absurde, et l'opposé s'est produit. Nos ressources sont en train de s'épuiser en ce moment. Et je suis sûr que vous avez vu cela dans l'article. Et c'est quelque chose que beaucoup d'Américains doivent comprendre, que le montant d'argent qu'il nous faut pour servir la dette est maintenant égal à notre budget de défense, soit environ $1 trillion. Combien de temps pouvez-vous faire cela? Et je pense que c'est quelque chose que Poutine, qui est un économiste, rappelez-vous, l'homme a un doctorat en économie, il a observé cela. Et je pense qu'il a beaucoup misé sur le fait que non seulement l'économie ou le système financier américain va entrer en crise, mais je pense qu'il s'attend à ce que les Européens glissent simplement dans la récession ou la dépression, ou pire, et que cela mettra fin à ce conflit. À quel moment il pourra avancer sans grande opposition? Je veux dire, nous savons déjà que les Ukrainiens n'ont plus de main-d'œuvre en soi. Je veux dire, ils se sont tournés vers l'Union européenne, ils se sont tournés vers les différents gouvernements de l'OTAN et ont dit « Nous voulons que vous rapatriez les hommes en âge de combattre de tous vos pays vers l'Ukraine pour que nous puissions les envoyer à la boucherie et les tuer aussi. » Je ne sais pas comment cela va se terminer. J'étais vraiment déprimé quand j'ai découvert que la République d'Irlande avait accepté de le faire. Mais je pense qu'en Pologne et dans d'autres pays, il y a une réticence à le faire parce qu'ils sentent qu'ils pourraient faire face à une opposition armée à l'intérieur de leur propre pays de la part des Ukrainiens qui disent « Non, je ne retourne pas, je ne suis pas prêt à mourir. » Donc, je pense que nous avons déjà atteint la fin du jeu. La question est, comme vous l'avez dit, que devons-nous faire? Et apparemment, Blinken est parti récemment et a dit « Oh, gelons le conflit. » Eh bien, c'est une impasse. Les Russes nous disent depuis des mois « Oubliez ça, ils ne vont pas le faire. » Qu'est-ce que cela signifie, geler le conflit? Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, je pense qu'ils croient que cela implique quelque chose comme une Corée divisée, que vous parvenez à un accord le long de la ligne de contact et vous dites « Nous restons de ce côté, vous restez de ce côté. » Ils le voient en Occident, en particulier à Washington, comme une mesure pour sauver la face. Les Russes ne vont pas le faire. Ce que les Russes n'accepteront pas, c'est un État ukrainien de quelque nature que ce soit qui soit aligné avec l'OTAN. Numéro 1, cela ne peut pas arriver. Sinon, ils ont mené cette guerre sans but. Rappelez-vous, tout cela concerne la menace existentielle que nous représentons à l'intérieur de l'Ukraine pour la Russie. Donc, c'est hors de question. Et la question est, comment se tourner vers les Russes si vous êtes à Washington, devant le peuple américain et devant vos alliés, et dire « Regardez, nous avions tort, vous n'êtes pas faibles, et nous avons de sérieux problèmes chez nous. Nous devons plier bagages, rentrer chez nous et prendre soin de nos propres problèmes. » Eh bien, dans leur esprit, ils viennent d'être vaincus. Ils ont admis qu'ils devaient se rendre et partir. Donc, à Washington, pour revenir à votre question initiale, que devez-vous faire? Vous redoublez d'efforts et continuez à faire les choses stupides qui n'ont absolument pas réussi à produire un quelconque succès. Donc, envoyez-leur plus de missiles d'attaque, envoyez-leur des missiles touristiques allemands, envoyez tout ce que quelqu'un d'autre a là-bas, surtout puisque vous savez qu'ils n'ont pas de troupes à proprement parler. Donc, envoyez-leur des armes d'attaque à longue portée qui ne nécessitent que quelques personnes formées et laissez-les les lancer à volonté contre les Russes. Et bien sûr, encore une fois, ils vont attaquer des civils russes dans des villes et villages russes. Nous savons qu'ils l'ont déjà fait. C'est insensé, c'est fou, mais c'est là où nous en sommes. Je vais vous laisser partir sur cette question, colonel, qui est encore une fois cette fenêtre météorologique de 45 jours mentionnée par Milley, environ 30 à 45 jours. Que se passe-t-il? Croyez-vous en CF 45 jours du côté russe? Et que se passe-t-il après cette fenêtre de 45 jours? Eh bien, c'est la question à laquelle aucun de nous ne peut vraiment répondre à notre satisfaction.
Et c'est ce que j'ai dit au début. Je parlais à des amis en Europe qui reviennent de Moscou et ils sont très bien connectés. Ils sont en fait dans la communauté journalistique. Et ils ont dit qu'en parlant à des hauts responsables russes ainsi qu'à des hauts militaires de l'état-major général, l'attitude russe est « Écoutez, finissons-en, s'il vous plaît, président Poutine, laissez-nous attaquer ». Ils ont 300 soldats en réserve. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas la capacité de lancer une attaque. Et encore une fois, le président Poutine a choisi d'attendre. Je pense qu'il croit vraiment que la situation en Europe va devenir si mauvaise que l'OTAN va simplement s'effondrer. Les gens diront simplement « Eh bien, nous vous avons suivi aussi loin que possible, Washington, et vous nous avez conduits sur le chemin de l'enfer. » Allemagne est en train de se désindustrialiser. L'un des PDG d'une des plus grandes entreprises chimiques d'Allemagne, rappelez-vous, ce sont des industries qui mènent le monde dans de nombreuses capacités, a dit « C'est fini, nous fermons, nous sommes en train de nous désindustrialiser ». Donc je pense que Poutine a dit « Eh bien, pourquoi ne pas attendre que les Européens se réveillent, les Français et les Allemands en particulier ?» Mais il y a un combat à Moscou. Ce n'est pas un combat dans le sens où nous le comprenons, où les gens crient et s'insultent. Mais en coulisses, il y a un grand débat. Pourquoi attendre? Fin. Y sont-en. Et Poutine a été réticent à faire cela pour les raisons que nous avons évoquées. Donc, personne ne connaît vraiment la réponse à ce point à votre question. Si vous étiez dans un monde inversé, si vous étiez conseiller du président Poutine, si c'était un monde ou une dimension alternative et que vous donniez des conseils à Poutine, soit d'attendre et de regarder l'Europe s'effondrer, les États-Unis s'effondrer, ou d'agir et de lancer CS-300 soldats, que feriez-vous en tant que conseiller militaire? Beaucoup de gens me posent cette question. Je ne veux pas aller en prison comme traître au peuple américain, donc je ne vais pas conseiller le président Poutine. De plus, il a très bien réussi. Je veux dire, les pertes russes ont été très faibles, ses forces en excellente forme. Il sort de cette situation en sentant la rose. Donc je pense vraiment que cela dépend de lui, et il ne s'en est pas mal sorti. Il a très bien réussi. Nous sommes ceux qui sont en sérieuse difficulté. Et la vraie question est, que devons-nous faire? Vous savez, nous avons parlé dans le passé de la frontière. La frontière est ouverte. Nous ne savons pas qui y entre. Des millions de personnes affluent. Elles ne sont pas un atout pour nous. Elles vont être un fardeau pour nous. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous ayons une explosion à l'intérieur des États-Unis. Je suis sûr que le président Poutine en est également conscient. Donc la situation en Occident est terrible. Et dans ces circonstances, il peut être prudent pour lui de faire ce qu'il a fait. Mais il a de la pression sur lui. Je ne peux pas le conseiller. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Eh bien, vous savez, j'aimerais que Poutine fasse X, mais il a très bien réussi jusqu'à présent. Donc, je devrais probablement me taire et colorier jusqu'à ce que quelque chose tourne très mal, mais je ne pense pas que cela arrivera. »